Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde émission organisée par le magazine Service. Nous sommes ensemble pour 1h30 avec un sujet devenu incontournable, la gestion des déchets. C'est à la fois un enjeu réglementaire mais aussi économique et environnemental. Les entreprises de propreté y sont déjà largement impliquées, mais leur rôle va prendre encore de l'ampleur dans les années à venir. Comment se préparer à la loi AGEC et faire des contraintes réglementaires un atout différenciant? Quelles solutions pour réduire, trier et recycler les déchets? Quelles nouvelles offres développer et avec quels partenariats? Pour répondre à ces questions, accueillons tout de suite nos 4 invités. Autour de cette table, nous recevons ce matin Laure Babillot. Vous êtes assistante RSE de l'Oiseau Blanc, une entreprise de propreté francilienne qui emploie 250 salariés. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Joséphine Coppignot, vous occupez le poste de responsable marketing de Werner & Merz Professionnel. Oui, bonjour. Sébastien Daléden, vous pilotez les ventes de Torque France pour les secteurs santé et industrie. Bonjour à toutes et à tous. Et Alexandre Malto, vous êtes expert métier, gestion des déchets au sein du groupe Honnête. Bonjour à tous. Merci à tous les quatre de votre participation à ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct via le chat. Votée en 2020, la loi anti-gaspillage vise à réduire la production de déchets, favoriser le réemploi et la valorisation, avec notamment un objectif chiffré, augmenter de 65% la valorisation de matière. Quel est l'impact de ce texte et quelles sont les autres contraintes réglementaires? Alexandre Malto, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, la réglementation a fortement évolué ces dernières années, évolue continuellement justement en faveur du tri des déchets et de la réduction de l'impact environnemental, et notamment la loi AGEC de 2020 qui a des principaux axes qui va être de sortir du plastique notamment à usage unique, d'agir contre le gaspillage alimentaire, de valoriser les déchets alimentaires et les biodéchets, favoriser le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et effectivement mieux produire. Donc un vrai impact est très important sur la partie environnement et gestion des déchets. Donc nous avons aussi un autre texte réglementaire qui est le décret 5 flux, donc qui est pour la gestion des papiers cartons, du métal, des plastiques, du verre et du bois, qui est devenu le décret 7 flux en 2021, qui va intégrer les déchets également de construction et de démolition. Également qui va imposer aux producteurs l'obligation du tri à la source, donc qui vient compléter la loi AGEC, et une obligation de traçabilité des flux. D'accord. Et cette obligation-là, pour le décret 7 flux, du coup, c'est entré en vigueur à partir de quand exactement? Alors, 5 flux, c'est 2016, le 7 flux, c'est 2021. Est-ce qu'il y a des pénalités, des sanctions que peuvent encourir les entreprises de propreté, mais toutes les entreprises d'une manière générale? Oui, il y a plusieurs sanctions, plusieurs pénalités. Pour la loi AGEC, tout manquement est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Donc c'est des sujets importants. Les pénalités également sur le décret 5 flux, l'obligation du tri, des amendes pouvant aller jusqu'à 150 000 €. Et l'obligation de traçabilité, si elle n'est pas réalisée, une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Donc au sein du groupe Honnête, c'est vous qui faites la veille réglementaire sur tous ces sujets? Tout à fait, avec les équipes QSE du groupe. C'est un travail au quotidien à suivre ces différentes évolutions et justement adapter notre organisation en fonction de ces évolutions, pour le compte évidemment de nos équipes, nos agences, mais également pour nos clients. Et d'autres sanctions qui sont aussi, que l'on peut avoir, qui ne sont pas des sanctions financières, mais plutôt des sanctions en termes d'image auprès de nos clients, s'ils ne respectent pas ces obligations, donc problématiques d'image, ou encore des remises en cause des certifications, des habilitations environnementales. Au niveau des notations, par exemple, c'est ça pèse sur ISO et autres. Donc, si ce n'est pas respecté, il y a une forte problématique d'image aussi et de certification pour ces derniers. Laure Babillot, vous êtes aussi la veille réglementaire pour l'Oiseau Blanc. Parlez-nous un petit peu de cette réglementation. Notamment, on avait évoqué ensemble quand on a préparé le track déchets, le bordereau de suivi. Est-ce que vous pouvez compléter un peu ce qu'Alexandre Malto a dit ? Effectivement, il existe aussi une plateforme qui s'appelle Track Déchets, qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a une vocation gouvernementale qui permet du producteur à la filière de recyclage, chacun pouvoir signer ce qu'on appelle un bordereau de suivi de déchets, BSD, c'est son petit acronyme, de manière à pouvoir notifier quels sont les déchets qui vont... Parce que chaque producteur va devoir
noter tous les déchets qui vont être créés. Et avec cela, on va pouvoir mettre une quantité de déchets et savoir ce qui va être fait. C'est pas trop compliqué pour une entreprise de la taille de l'Oiseau Blanc de suivre ces sujets? Si, ça peut être un peu difficile. C'est difficile pour tous les producteurs de déchets. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les entreprises de propreté, mais je pense que chaque entreprise, comme nous ici présents, sommes inscrits sur Track Déchets. Même un organisme va devoir s'y inscrire. Ça peut être difficile de pouvoir suivre toutes les veilles réglementaires parce que c'est un sujet qui est amené à évoluer tout le temps. Joséphine Coppignot, Werner Hermers, donc une couverture européenne, hein, donc vous suivez aussi un peu la réglementation, les évolutions à venir au niveau européen. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors déjà, pour revenir sur la loi AGEC, la loi AGEC va toucher tout le monde, hein, et également toutes les industries, notamment de production de fournitures aux entreprises de propreté. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est plus de plastique à usage unique en 2040, donc c'est vraiment un objectif, on se demande même s'il est réalisable, mais dès 2025, il va falloir réduire de 20% tout le plastique et tous les emballages plastiques mis sur le marché et que vous allez acheter dans les années à venir. Donc c'est énorme. Il y a également un autre challenge qui va arriver là encore toujours en France, hein, c'est l'écotaxe sur tous les déchets professionnels au 1er janvier 2025. Donc impact de coût qu'il faut déjà avoir à l'esprit, qui va venir très très vite. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas seulement français, hein, c'est un sujet qui est européen. Derrière, il y a notamment la directive Single Use Plastic en Europe. Et la France a mis en place un certain nombre de mesures, mais tous les autres pays sont exactement dans la même philosophie. Aujourd'hui, c'est un phénomène européen, voire mondial, et qui va encore s'accélérer parce qu'il n'y a pas que cette loi-là, et ça ne va pas s'arrêter là. Il y a plein de lois qui sont aujourd'hui en préparation, et cette notion de déchets et surtout de gestion de ressources va devenir un élément fondamental de nos industries de demain, et qu'il ne faut pas oublier. Alors en France, dans notre fédération, notamment des fabricants de produits détergents, donc c'est la FER, a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Et pour mettre en œuvre finalement et arriver à ces objectifs-là, le gouvernement a mis en place le décret 3R. On va en parler de plus en plus. Je pense que tout le monde commence à entendre sonner ces 3 R. 3 R pour 1, réduction des déchets. 2, pour recycler, optimiser le recyclage un maximum. Et 3, réemploi. Et c'est vraiment comme ça qu'à terme, on va essayer de gérer tous nos déchets pour qu'ils soient circulaires. Et donc, l'affaire a fait un état des lieux pour voir au niveau de tous les produits détergents où on en était. La profession met 80 millions d'emballages dans le marché par an. 80% c'est du plastique. Donc on est directement impacté par ça. Mais on a eu la bonne surprise de se rendre compte que les détergents, on est plutôt des très bons élèves. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 90% de tous les emballages de détergents professionnels qui sont recyclables. Alors il nous reste encore pas mal de choses à faire. Il nous reste encore à essayer d'enlever les points noirs de la recyclabilité qu'on a parfaitement identifiés, notamment toutes les têtes de spray qui sont utilisées de manière massive dans les entreprises de propreté ne sont pas recyclables. C'est des éléments hyper complexes et sur lesquels il va vraiment falloir travailler, mais il y a des solutions qui vont arriver très vite sur le marché. Et puis après, on a un autre grand challenge à travailler, c'est le réemploi. Parce que ça, c'est un objectif du gouvernement, réemployer tous les emballages, tout ce qui est plastique. Et ça, c'est quelque chose, un concept très très nouveau, très innovant. Mais c'est pas évident, parce qu'un emballage plastique, je vous donne un exemple des bidons 5 litres que tout le monde connaît et utilise massivement, c'est 200 grammes de plastique et du vide. Alors, le réemploi, dans la définition de la loi, c'est le renvoyer à l'usine et le re-remplir. Donc, c'est avant tout des questions logistiques, mais faire de la logistique sur 200 grammes, ça peut être une aberration et économique et environnementale. Donc, ces solutions-là, il va falloir qu'on les construise tous, parce qu'on est tous impliqués dans la circularité dans les années à venir, et ça, c'est un autre gros challenge. C'est important de le préciser, effectivement, que c'est vraiment une question qui touche tous les acteurs de la filière.
les entreprises de propreté, leurs fournisseurs, les clients. Enfin, vraiment, c'est sûr que ça doit impacter tout le monde. Pour revenir aussi sur les produits détergents, là, vous nous parliez, on est bien d'accord que c'est pour le domaine professionnel uniquement. Je parlais que du domaine professionnel. Parce qu'effectivement, l'affaire représente aussi le grand public. Le grand public. Il y a aussi cette question de la concentration des formules. On va de plus en plus vers des produits concentrés, justement, pour réduire la quantité de déchets. Oui. On a prévu d'en parler. Il y a des solutions pour mettre en place les 3 R et qu'on va proposer de manière précise. Mais je peux en parler maintenant, si vous voulez. Vous vouliez rebondir peut-être? Non, c'est un sujet dont on reviendra aussi. On a mis en place aussi une solution sur la concentration des produits, sur de la dilution, sur justement ces remplissages de bouteilles. Donc voilà, c'est un sujet qu'on va revenir, mais c'est un sujet que l'on prend nous également dans le monde de la propreté et effectivement chez Honnête pour limiter notre quantité de déchets plastiques. Donc c'est un vrai sujet qui est dans toutes les têtes aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à Sébastien Dalladen pour que vous nous expliquiez comment Torc met en place des mesures pour justement répondre à l'ensemble de ces contraintes réglementaires et notamment pour démarrer ce débat plutôt au niveau de l'entreprise, de son site de production. On reviendra après sur les sites clients des entreprises de propreté. Alors du coup, chez City, on fabrique des produits d'hygiène et de santé. Et les déchets, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et notre objectif, c'est vraiment d'être sur un mode circulaire absolument partout. Et donc, c'est effectivement ce qu'on entreprend. Donc, vous parliez des 3 R. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers différents exemples. D'abord, au niveau des City, donc, on a nos sites de fabrication. Donc, nos sites de fabrication, en fait, vont produire à partir de déchets. Pour certains, donc ça veut dire qu'on va pouvoir refabriquer des produits à partir d'emballages liquides alimentaires, à partir de vieux papiers, donc à partir d'essuie-mains usagés, on en reparlera après. On produit également à partir de paille de blé et on produit également à partir de pâte neuve, mais qui est certifiée, donc avec nos trois typologies de produits. Ensuite, sur nos sites, on a également des objectifs de zéro déchet. Donc actuellement, on a 75% de nos sites qui réutilisent, qui réemploient les déchets qui sont fabriqués. Et notre objectif, c'est d'ici 2030, effectivement, d'avoir des sites à zéro déchet, donc qu'on puisse tout réutiliser. Ensuite, quand on descend au niveau de la conception des produits Torc, c'est pareil, en fait, identique que sur les détergents, on va travailler sur les emballages. Donc pour avoir des emballages recyclés, recyclables, donc par exemple, on a déjà des produits qui utilisent de la canne à sucre pour le film plastique. On a également des produits de plus en plus biosourcés, donc à partir, par exemple, d'amidon de maïs pour faire des chiffons non tissés, par rapport à d'autres produits où effectivement on va introduire de plus en plus de biosourcing. Et puis, le global, c'est qu'on va surtout travailler sur la réduction des déchets, donc concevoir des systèmes qui vont permettre de limiter les consommations, donc faire du plus avec moins, et donc par exemple du papier toilette Smart One qui va en réduire jusqu'à 40% la consommation de papier, parce que le meilleur déchet, c'est effectivement celui qui ne se produit pas. Donc ça, c'est au niveau de nos produits, et puis enfin, au niveau de la post-utilisation, nos produits, en fait, donc sur leur fin de vie, on va avoir certains produits qui vont être compostables, on va avoir d'autres produits qu'on va pouvoir récupérer, comme les essuie-mains, on en reparlera tout à l'heure via notre solution Torc Paper Circle, donc le recyclage des essuie-mains usagés. Et puis, on va avoir aussi des conceptions de produits comme des savons qui vont permettre de limiter les déchets adjacents et donc, par exemple, réduire l'eau. Donc tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire, donc c'est décrit vraiment à tous les niveaux de l'entreprise, c'est assez complexe, ça s'inscrit dans notre projet de Net Zéro 2050. Et puis, tout ça, en fait, je suis assez fier de vous dire que voilà, depuis plusieurs années, on a une certification EcoVadis, et là, on vient de la renouveler en EcoVadis Platinum. Donc ça, ça marque vraiment notre engagement dans le développement durable, puisque voilà, on fait partie de ce pourcentage d'entreprises qui est dans ce niveau Platinum. Alors, par rapport à vos clients entreprises de propreté, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on vous le demande? Justement, si elles veulent être vertueuses en termes de gestion des déchets, même plus largement en termes de RSE, est-ce qu'elles vous demandent aussi, elles demandent à leurs fournisseurs d'être vertueux finalement? Est-ce que c'est à la fois vos valeurs d'entreprise, mais est-ce que c'est aussi une demande du marché? C'est effectivement ce que vous avez dit, c'est nos valeurs d'entreprise, mais c'est également une forte demande de nos clients.
comme on en discutait avec Alexandre avant. Et c'est vrai que c'est une demande qui est de plus en plus présente, à la fois chez les utilisateurs finaux, chez nos clients finaux, chez les entreprises de propreté, parce qu'on veut de la traçabilité, on souhaite effectivement avoir des produits de plus en plus éco-conçus. Et c'est vrai que quand on fait des visites de nos sites, on est souvent ceux qui visitent nos sites sont très surpris de voir des produits d'hygiène qui viennent d'une brique de lait, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est assez fabuleux. Et aujourd'hui, par exemple, sur le site d'Ondeville dont on parlait tout à l'heure, c'est 63% des briques alimentaires qui sont collectées, triées en France, qui arrivent sur ce site pour fabriquer du papier toilette, des essuie-mains et différents produits. Donc oui, c'est une très très forte demande et on sent cette demande grandir, et ce qui est une très bonne chose pour l'environnement. C'est l'aspect valorisation de matière, hein. C'est sûr que ça finit par avoir une certaine valeur, finalement, ces déchets. Alors, chez Honnête, j'imagine aussi que la politique d'achat responsable, elle est importante. Et comment vous vous organisez sur vos agences, sur le siège social, hein, vraiment, restons pour le moment au niveau de l'entreprise, pour bien gérer vos propres déchets? Alors, pour gérer nos propres déchets, donc au niveau des sièges et agences, on met en place le tri sélectif par rapport volontaire sur l'ensemble de nos agences pour répondre à la réglementation 5 flux, 7 flux, et également sur la partie déchets dangereux, qu'on a pu voir avec Track Déchets. Et on fait appel également à des partenaires que l'on a référencés, avec qui on a des contrats cadres, notamment des éco-organismes pour tout ce qui est déchets électriques et électroniques usagés, avec des prestataires issus de l'économie sociale et solidaire pour aussi la gestion des déchets aussi recyclables, tout ce qui va être aussi bureautique, téléphonie et tablettes, notamment, que l'on utilise beaucoup sur nos chantiers, et également les différents majors nationaux avec qui nous travaillons. Donc on a travaillé sur un écosystème de partenaires qui va nous permettre de répondre à ces exigences et de pouvoir justement collecter, trier et valoriser nos déchets en intégrant justement tout ce qui va être réemploi et travailler sur une approche solidaire forte. Ça, c'est un sujet très important. Et effectivement, notre filiale Prodim également nous propose aussi de mettre en place tout ce qui va être la récupération des véhicules type autolaveuse ou monobrosse pour justement les reconditionner et les remettre sur le marché. Donc c'est aussi une approche assez forte de ce côté-là. Et également, l'ensemble de nos fournisseurs via Prodim vont pouvoir aussi être challenger aussi nos fournisseurs pour avoir des produits qui vont être aussi éco-conçus et qui vont pouvoir répondre à ces attentes et à ces obligations. Donc c'est un vrai sujet, être un très grand de partenariat avec l'ensemble de nos fournisseurs pour proposer ce type de matériel. Donc vraiment un écosystème complet qui commence par gérer nos propres déchets que nous produisons sur nos chantiers. Et c'est la base de notre intervention. Voilà. Un petit mot peut-être, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui sur ce plateau par rapport aux fabricants de machines, est-ce qu'il commence à y avoir justement des propositions de leur part, hormis votre filiale, sur justement des machines d'occasion reconditionnées? Est-ce qu'ils s'organisent également, même si voilà, on ne parlera pas à leur place, mais c'est juste pour avoir un témoignage là-dessus? De plus en plus, voilà, l'ensemble des prestataires, des fournisseurs travaillent sur ces sujets, avoir donc sur un reconditionnement machine, c'est un vrai sujet pour éviter justement cette production de nouvelles machines, mais également de pouvoir proposer des machines avec du plastique recyclé ou avec tous ces sujets sont vraiment en place aujourd'hui, et c'est devenu presque une constante dans le fonctionnement. Aujourd'hui, de plus en plus de machines intègrent ces obligations et ces matières recyclées. Donc aujourd'hui, ça fait complètement partie, c'est une réelle demande de nos clients aussi. Donc c'est des vrais sujets aussi dans les appels d'offres aussi, de pouvoir respecter ce type d'engagement, et on se doit de proposer ce type de prestations. Donc quelque part, la demande vient de la réglementation, mais aussi l'évolution, je pense aussi, des perceptions aussi de l'ensemble de la population influe complètement sur ce sujet-là, et aujourd'hui c'est complètement proposé. On voit que c'est plutôt ça évolue de plus en plus, et je pense qu'à terme on aura quasiment que des machines dans cet esprit-là. Il y a une notion de réparabilité, il me semble aussi dans la loi AGEC. Ils veulent tout à fait, sur le réemploi solidaire, et agir contre l'obsolescence aussi. Donc il y a tout ce sujet vraiment qui va être aussi de pouvoir, on commence par réparer, reconditionner avant de pouvoir mettre une nouvelle machine sur le marché. Remplacer certaines pièces d'usure, avoir plus de pièces détachées, être capable de fournir, c'est quand même important plutôt que de jeter. Ou alors il y a peut-être des dons aussi qui peuvent être faits, on parlait pendant... Il y a différentes manières effectivement
données du don à des associations qui peut être aussi réalisé sur du matériel aussi. Donc ça, c'est totalement aussi intégré dans le fonctionnement classique, ce qui existait un peu moins il y a quelques années. Mais aujourd'hui, voilà, c'est tout un écosystème qui a complètement évolué. Le produit n'est plus un déchet, mais on le considère vraiment comme quelque chose qui peut être réutilisé à d'autres fins ou à d'autres types d'organisations, notamment les associations qui sont aussi demandeuses sur ce sujet. Alors Laure parlait tout à l'heure de la traçabilité avec Track Déchets. Comment c'est organisé sur les agences honnêtes par rapport à ça? Il y a un référent, il y a un système informatique. Comment ça... On a un référent, des référents qualité, sécurité, environnement sur chaque agence. On a des responsables qualité, sécurité, environnement aussi au niveau des régions qui vont aussi suivre l'ensemble des productions de déchets de chaque agence, de chaque chantier. Quel déchet a été produit, vers qui l'a collecté et où ces déchets ont été valorisés. En privilégiant justement un réemploi et un recyclage matière de ces produits. Donc aujourd'hui, c'est totalement intégré à notre fonctionnement. Alors, pour l'oiseau blanc, expliquez-nous un petit peu, Laure, s'il vous plaît, comment vous êtes organisé pour commencer au niveau du siège de l'entreprise. En ce qui concerne le siège de l'entreprise, nous avons une collaboration avec un partenaire qui s'appelle Triéthique, qui est une entreprise adaptée, qui emploie des personnes handicapées, entre autres, et qui, avec nous, a instauré ce qu'on appelle un partenariat en installant des bornes qui sont elles-mêmes en carton recyclé. Et après, nous collectons, alors effectivement, comme chez Honnête, on va collecter le papier, on va collecter le carton, les bouteilles en plastique, les canettes, les capsules de café, même si on aimerait bien les supprimer, mais c'est encore difficile de se séparer de la machine à café que tout le monde aime tant. Mais on va aussi pouvoir recycler les chaussures de sécurité, les vêtements, les casques, ce genre de vêtements, tout ce qui est équipement de protection individuelle qu'on va pouvoir collecter et qui vont être recyclés et auprès de cette filiale. En fait, eux, ils sont à Nanterre et puis ils vont faire ce qu'on appelle le pesage, le surtri et l'envoi vers les filiales de recyclage ou de revalorisation. Donc après, c'est eux finalement qui trouvent les partenaires en aval. Exactement. En fonction du déchet. Exactement. Eux, en fait, ils ont plusieurs partenaires en fonction du type de déchet. Ils vont faire ce qu'on appelle un surtri, ce que nous, on va pouvoir mettre, si on prend l'exemple du papier, on va pouvoir y mettre du papier craft, un journal ou quoi que ce soit, un magazine ou un papier tout simplement, quel que soit le document. Et puis ces documents, après, il va falloir les surtrier parce qu'en fonction du type de papier, on ne le recycle pas de la même manière. Et après, ils partent chacun dans des filières de recyclage ou de revalorisation différentes. Ils assurent aussi la traçabilité? Oui, bien sûr. Ils vous fournissent les données Ils nous fournissent des données de tout ce qui est par rapport, pour pouvoir voir notre bilan carbone ou pour pouvoir aussi voir auprès de voir qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que quand on recycle un déchet, ça permet, justement, il n'est plus déchet. On peut voir tout ce qui est le bois, l'eau, l'énergie qui ne sera pas collecté pour pouvoir faire un nouvel objet. Et c'est vrai que la réglementation, je rebondis là-dessus, Oui, la réglementation nous impose justement cette traçabilité. Donc il y a un registre déchets qui existe justement pour que chaque producteur indique ce qu'il a produit comme quantité de déchets, qui les a collectés et quand, exactement, et vers quelle filière de valorisation ces déchets ont été envoyés, avec en plus une approche qui est assez locale. L'objectif aussi, comme madame, est de pouvoir aussi envoyer nos déchets sur des filières de proximité et locales pour aussi diminuer aussi notre empreinte aussi carbone. Donc c'est aussi un sujet très important sur ce sujet en favorisant vraiment le recyclage matière. C'est une vraie demande aussi de notre part de pouvoir être présent, que ce soit de notre part et puis pour nos clients, mais ça part aussi de besoins d'entreprise, de philosophie, de manière de réfléchir d'entreprise, de pouvoir faire des choses en local. C'est-à-dire, nous, on est basé à Suresnes et on travaille avec une entreprise qui va être du côté de Nanterre, etc. On essaye de favoriser l'emploi local. Vous disiez tout à l'heure la machine à café avec capsule dont les gens ont du mal à se passer. Et comment vous travaillez justement alors on reviendra peut-être après sur les équipes opérationnelles de terrain, mais déjà au siège social, comment vous sensibilisez les personnes à bien trier leur... Oui. Alors c'est un peu, je passe un peu pour la grande méchante, c'est-à-dire que comme je me promène dans les bureaux, c'est bizarre, mais les déchets arrivent plus vite dans les bornes que quand je ne suis pas là.
Mais bon, c'est pas grave. Faut que ça commence en plus. Il faut qu'en fait, il y ait une personne qui soit un peu au démarrage. Et puis, petit à petit, on met des affichages pour pouvoir sensibiliser. Et puis, on montre aussi. Je mets des communications en place dans l'entreprise pour expliquer un petit peu. Et puis, on a investi dans des gourdes, tout simplement. Ça paraît tout bête, mais ça permet parfois de réfléchir au fait, est-ce que je vais aller acheter mon pack d'eau ou est-ce que tout simplement je vais remplir à la fontaine et je vais éviter d'acheter un pack d'eau parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. La question est toujours là. Bien sûr. Et alors, par rapport à la téléphonie, vous me disiez, quand on a préparé l'émission, vous aviez aussi une réflexion autour de ça. Alors oui, nous réfléchissons aujourd'hui par rapport à la téléphonie, c'est-à-dire que les responsables de secteur notamment ont des téléphones sont obligés d'avoir un téléphone portable, mais ils en ont bien souvent un à titre personnel déjà. Alors pourquoi en avoir deux et pas essayer d'avoir sur un seul téléphone la carte SIM privée et la carte SIM publique, ou alors un système d'application. C'est encore en réflexion parce que pour le tester actuellement, on peut se rendre compte que parfois quand on est dans la voiture, c'est pas évident de savoir à partir de quelle ligne va partir l'appel. Et bon, ce serait un peu dommage que tous les clients aient votre numéro privé. Mais on est en train ce sont des pistes de réflexion. Alors on avance doucement, mais je pense que c'est toujours pareil, c'est la technique des petits pas. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'avancer. Alors chez Werner et Merz, comment s'est gérée la production de déchets au niveau notamment du site de production ? Alors, chez nous, là, je dis vraiment révolution, hein, c'est vraiment le mot, a démarré il y a 10 ans, parce que c'est là qu'on a pris conscience de quelque chose qui se disait peu à l'époque, qu'on était vraiment, sommes des industriels, qu'on était dans une industrie linéaire, c'était quelque chose que moi je connaissais pas. Et là, ça a vraiment été un déclic. L'industrie linéaire, c'est quoi ? C'est comme tous les industriels, on prenait des ressources, dans les usines, on fabriquait nos produits avec, on les mettait sur le marché, et une fois qu'ils étaient dans la main du client, c'était plus de notre ressort. Et où ça partait, ça devenait un déchet. Donc en fait, toutes nos industries, mais de tout le monde, depuis la révolution industrielle, on était finalement des fabricants de produits de consommation, mais aussi de déchets. Et que, bon, déjà, avec l'écolabel, tout le monde avait commencé à faire des efforts pour réduire les impacts, les déchets et tout, mais en fait, on courait un peu, c'était un peu une course perdue d'avance. Et c'est là qu'on a découvert le cradle to cradle et cette notion d'économie circulaire et d'éco-design. Et on s'est rendu compte que c'était pas une fin en soi, que en fait, en approchant toute la fabrication industrielle différemment, c'est-à-dire en réfléchissant en amont à tous les éléments constitutifs d'un produit, si on analyse en amont sa capacité à être réutilisée ou sa capacité à être renouvelée, si c'est par exemple du végétal, on arrivait à créer des cycles fermés de ressources où on ne gâchait pas, on ne faisait que le reproduire, le réutiliser au fur et à mesure du besoin, et à la fin on ne créait plus de déchets, mais on libérait nouveau des ressources qui pouvaient devenir réutilisables. Et que l'industrie, finalement, n'allait pas dans le mur et qu'on pouvait continuer, finalement, à consommer tout en restant raisonnable. Et on a commencé à appliquer, finalement, cette philosophie à l'entreprise et de manière intégrale il y a 10 ans. Parce que c'est vraiment soutenu par notre directeur général et propriétaire. Et donc, ça passe par les produits, l'éco-design, un peu comme chez Torx, c'est-à-dire on analyse les produits, on les conçoit qu'avec des matières qui ont l'aptitude à être renouvelées ou recyclées, renouvelées, donc biosourcées, utilisation d'ingrédients végétaux renouvelables, emballage complètement recyclable et utilisant majoritairement du plastique recyclé issu du tri des déchets. Aujourd'hui, 80% de ce qu'on fabrique en emballage, c'est déjà du plastique recyclé issu du tri des déchets ménagers. Et on s'est également intéressé à toute la partie production. Aujourd'hui, on produit à l'énergie renouvelable et on s'intéresse également à l'eau. L'eau, pour nous, c'est un élément également clé et source de déchets qui devient aujourd'hui un sujet majeur. Par exemple, les bâtiments sont chauffés en géothermie. L'eau est réutilisée, renettoyée pour la fabrication des produits, mais ça a été assaini pour être sûr, pour améliorer la stabilité dans le temps des produits. On nettoie avec très peu d'eau dans l'usine et les déchets, donc on renettoie l'eau, on en fait des briques avant de libérer l'eau dans le réseau de la ville. Ainsi, on essaie vraiment d'être
avec un impact finalement de carbone le plus bas possible à terme dans notre mode de fonctionnement. Et puis les produits qu'on va mettre ont également donc, dans les mains et qu'on vend à nos clients l'aptitude aussi à être transformés en ressources à terme et pas source de déchets. Voilà, donc c'est une vraie philosophie depuis le début. Mais on a mis du temps à le faire comprendre chez nous en interne, hein. Il a fallu quelques années de formation parce qu'il faut que tout le monde adhère. Et aujourd'hui, je crois que c'est presque une seconde nature dans l'entreprise et on ne réfléchit plus autrement. Mais c'est une mutation, je pense que tout le monde va être amené à avoir. Et une fois que ça commence à rouler, on voulait faire la preuve qu'en faisant ça, on pouvait être une industrie qui fonctionnait et qui pouvait faire du profit. Et nous, on se donne, c'est une garantie pour l'avenir de continuer à pouvoir fonctionner dans un avenir dans les générations suivantes. C'est vraiment ça la projection et c'est le challenge. Mais vous utilisez même des déchets pour vos formulations, des déchets de l'agriculture. Les biodéchets, notamment avec des déchets des sous-produits de l'agriculture européenne. Déchets huile d'olive, déchets huile de colza, maïs, paille. Vous parliez de paille, nous aussi. On en fait de l'alcool. Déchets cellulose de forêt européenne. Mais il y a un champ des possibles. Donc on peut nettoyer aujourd'hui, ça me fait toujours rigoler, avec des déchets d'huile pour détacher le linge. Voilà, mais on peut faire des choses incroyables et que c'est que le démarrage et puis c'est passionnant. Alors, on va passer à la production de déchets, ça sur les sites clients des entreprises de propreté. Comment les partenaires du secteur, et notamment Torc, peuvent accompagner justement les entreprises de propreté à réduire ou en tout cas à mieux gérer leurs déchets ou les déchets de leurs clients, enfin tout ça c'est imbriqué, sur les chantiers? Mais en fait, déjà, effectivement, en produisant des produits d'hygiène, on utilise effectivement du papier, donc qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes d'hygiène pour l'essuyage des mains. Du coup, on va générer ce déchet et c'est là où on va travailler sur la partie des systèmes qu'on va avoir pour réduire les consommations. Donc toujours sur le même logique, le meilleur déchet, c'est celui qui ne se produit pas. Donc vraiment avec des systèmes feuille à feuille, type le PickServe, où on va pouvoir justement réduire la consommation. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la réparabilité. Avant, en fait, on changeait tout un distributeur. Aujourd'hui, on a tout un catalogue de pièces de rechange. C'est des choses qu'on développe de plus en plus pour éviter, j'ai une clé cassée, on peut vous donner une clé. Vous avez une porte qui est abîmée, on peut changer la porte. Et du coup, ces systèmes-là permettent justement de réduire le déchet. Et puis, au final, ce déchet, si je prends le cas de l'essuie-main, aujourd'hui, c'était un déchet qui partait à la poubelle, qui n'était pas retraité. Et nous, en fait, on a travaillé justement avec nos sites de fabrication pour le réutiliser. Donc, comment ça se passe ? Sur les sites les sites clients, les entreprises de propreté vont collecter en fait les essuie-mains. Ça va être ensuite mis en balle via des partenaires de déchets. Et ça va être rapatrié sur nos sites de fabrication, dont le site d'Ondouville dont on parlait tout à l'heure, pour être réemployé. Et à partir de là, on va refabriquer du papier toilette. Donc la boucle, elle va être bouclée. Et pour le client, c'est très vertueux, c'est complètement circulaire, puisque du coup, il va acheter son essuie-main et cet essuie-main va revenir, une fois usagé, va revenir en forme de papier toilette. Donc c'est vraiment, en fait, nous, cette raison d'être qu'on a, en tout cas, c'est d'accompagner nos clients, entreprises de propreté et clients finaux, pour mettre en place les process de développement durable. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais sur votre système de collecte des essuie-mains usagés, comment ça se passe au niveau de la logistique ? Parce que je suis persuadée que ceux qui nous regardent doivent se dire, oui, mais alors on va affréter des camions pour transporter des essuie-mains usagés. Est-ce qu'au niveau bilan carbone, c'est pas un peu... voilà. Alors, en tout cas, nos études ont montré qu'effectivement, au niveau du bilan carbone, c'était positif à la fois pour toute la chaîne. Et effectivement, aujourd'hui, l'essuie-main, c'est quelque chose de très volumineux. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des solutions de compactage pour justement diminuer le nombre de camions à mettre sur la route. Et puis après, il va y avoir du maillage. Et l'avantage qu'on a, c'est d'avoir des sites industriels présents en Normandie, on en a en Allemagne, sur lesquels on peut en fait envoyer ces déchets. Donc on va regarder justement quel est le meilleur maillage, quel est le meilleur site par rapport au départ. Et aujourd'hui, voilà, on a sur la France,
de manière globale, c'est un projet qui existe chez City depuis une dizaine d'années. En France, ça a été développé il y a un an et demi. Et aujourd'hui, on a une 50aine de sites actifs, ce qui prouve vraiment qu'en tout cas, les clients ont un souhait de trouver des solutions. En plus, quand c'est local, puisque voilà, si on prend la région parisienne dans laquelle on est, Ondouville, c'est une centaine de kilomètres. Donc, on est vraiment en local, en France. Et donc, du coup, en fait, c'est très, 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 très vertueux. Surtout, soyons quand même clairs, avec la crise sanitaire, il y a quand même eu une hausse de la demande vers les essuie-mains papier par rapport à d'autres systèmes. Complètement, en fait, on a vu effectivement des pics, puisque on recherchait effectivement l'hygiène absolue pour la contamination. Voilà, donc effectivement, ça nous a permis de développer de nouveaux clients. Et effectivement, dans les hôpitaux, aujourd'hui, c'est du papier qu'on utilise, puisque c'est ce qui est le plus hygiénique. Et donc, du coup, c'est ce qui se développe de plus en plus. Et l'un de nos principaux clients actuels, on parle de 60 tonnes par an, donc sur plusieurs sites, mais donc effectivement, ce sont des poids très conséquents. Et puis également, c'est du volume qu'on réduit, donc même au niveau des zones de déchets dans les bâtiments tertiaires où il n'y a pas beaucoup de place, le fait de pouvoir les récupérer, les compacter, en fait, on va gagner aussi en place, et puis après, on va pouvoir les réutiliser, et puis du coup avoir un nouveau devenir à l'essuie-main, voilà, par exemple en papier Donc les toilette. essuie-mains usagés deviennent du papier toilette. Voilà, ou des bobines industrielles. Ouais. Et donc, et vos essuie-mains, ils sont aussi en matière recyclée. En quelle proportion? Il y a des objectifs que vous vous êtes fixés là-dessus également? Alors, nous, on a effectivement alors, toutes nos innovations, tous nos nouveaux produits doivent avoir des axes RSE. Donc, soit via l'environnement, soit via le bien-être des personnes. Donc, effectivement, ça, c'est une des contraintes qu'ont tous nos centres de recherche. Donc, effectivement, soit une réduction d'eau, vous parliez tout à l'heure, par exemple pour les savons, effectivement, il faut que nos savons puissent réduire encore plus les consommations d'eau, à la fois dans la production et à la fois dans l'utilisation. Et effectivement, sur nos papiers, on a le site de Ondouville, c'est 100% de papier recyclé. Et après, quand on utilise encore de la fibre, c'est de la fibre qui est certifiée PEFC ou FSC, donc pour effectivement avoir la traçabilité. Mais majoritairement sur l'hygiène professionnelle, on va être sur du recyclé. Et c'est pour ça aussi qu'on va lancer des gammes, on lance des gammes naturelles avec encore plus d'utilisation de carton et d'autres déchets. Et je me permets aussi de rebondir sur la machine à café, parce que la machine à café, c'est quand même central dans l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, on ne fabrique pas de gobelets café. En revanche, on sait les recycler. Et c'est des choses qu'on propose effectivement dans l'accompagnement de nos clients, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a les essuie-mains qui sont un déchet qu'on peut recycler, et puis les gobelets café qu'on sait également recycler. Et au niveau des distributeurs, alors vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, il y a une réflexion peut-être menée sur leur réparabilité ou leur recyclage, Alors, ils sont déjà réparables. On a déjà tout un catalogue de pièces de rechange, donc qui va de la serrure, de la porte, des systèmes de distribution. Donc tout ça, c'est déjà disponible et ça continue. Et on a aussi des distributeurs qui ont l'avantage d'être très robustes. On a on voit encore des distributeurs Smart One qui ont peut-être 15 ans, qui sont encore au mur et qui font encore le job. Donc on travaille déjà sur la durée, avoir des produits qui soient vraiment durables et solides et robustes. Ensuite, on peut les réparer. Et puis on est en train d'avoir des réflexions effectivement pour de la réutilisation et encore plus de recyclabilité. Donc ça fait partie vraiment de notre stratégie depuis que le groupe existe quasiment. En fait, cette vrai ancrage du développement durable. Alors, chez les entreprises de propreté, quelle est la réflexion globale au sein du groupe Honnête, pour commencer, sur justement les déchets produits chez les clients? Quelles sont les exigences des clients également? C'est vrai que les exigences clients vont dans le sens de la réduction des déchets. C'est vrai que et en entreprise de propreté, on retrouve, comme on l'a dit, beaucoup de plastique avec les bidons, les pulvérisateurs et autres. Donc nous, on a mis en place une solution écologique intégrée qui s'appelle Biogistique et conçue dans une approche d'économie circulaire. Donc cette solution nous a permis de réduire de 30%
nos déchets plastiques. Ça représente 20%, enfin, ça représente 20 tonnes par an de plastique économisé par an. Donc c'est des volumes très importants. Donc on utilise des produits aussi qui sont écolabels. Donc c'est des produits qui vont avoir un impact environnemental qui va être moindre, donc en termes de pollution des effluents, et également en termes d'impact sur la santé de nos collaborateurs. C'est des produits qui sont non allergènes et qui n'ont pas de pictogramme de danger. Donc ce qui permet d'éviter aussi de les traiter en déchets dangereux. Donc on vient aussi limiter la quantité de déchets dangereux. Et on parlait tout à l'heure justement des produits qui étaient concentrés. Donc cette solution utilise des produits ultra concentrés qui vont être associés à une centrale de dilution. Donc en gros, avec 3 bidons de 25 litres, on va pouvoir générer 20 000 litres de solution active. Donc ça montre qu'on va déjà travailler sur une forte diminution des plastiques. Et on va également en parallèle récupérer l'ensemble des bouteilles qui auront été utilisées, qu'on va réemployer et qu'on va remplir à nouveau. Donc ça permet aussi d'éviter cette consommation de plastique. Donc il y a tout un sujet vraiment d'économie circulaire sur cette approche, et ces centrales de dilution sont en place dans toutes nos agences, mais également sur les sites clients. Alors justement, si on rentre un peu dans le détail, donc pour les petits sites, les produits sont donc remplis en agence. Tout à fait. C'est ça. Oui. C'est le cadre, le responsable de secteur qui va... C'est ça, quand il fait ses tournées ou qu'il vient sur le site client, qui va justement pouvoir apporter justement les bidons pleins, récupérer les bidons vides et pouvoir justement les remplir en agence et ensuite les récupérer. Donc c'est vraiment circulaire. Donc on n'a pas de production de déchets, hormis les bidons de 25 litres et qui sont ultra concentrés. Donc on va vraiment très fort. Et du coup, ils sont réutilisables. Combien de fois vous avez une idée du nombre de fois où ils sont réutilisables, le bidon ? Il y a bien un moment donné où ça... Oui, on est quand même sur plusieurs années d'utilisation, mais on est en moyenne sur pas dire d'erreur, mais on est plutôt sur une à 2 années sur les produits en fonction un peu des turnovers et des besoins, mais c'est vrai qu'on a une forte réutilisation de ces produits. Et alors sur un site client donc, où il y a une centrale de dilution, c'est-à-dire que c'est un site à partir d'une certaine surface, quelle est la taille des sites tertiaires type siège, ou des sites industriels, ou des sites de santé, donc des sites plutôt importants. Les petites agences bancaires notamment, non, ça c'est géré directement par notre agence, mais des sites un peu plus importants sur chaque typologie d'activité vont être équipés de cet équipement, et ça permet vraiment de diminuer justement fortement la production de déchets plastiques. Et alors les clients, comment ils accueillent parce que c'est devenu un peu un standard sur certains sites. Aujourd'hui, c'est 90% de nos produits sont utilisés, donc c'est cette solution biogistique, donc quasiment sur tous nos sites, et tous les produits utilisés font partie de cette solution. Et les clients se disent, c'est un réel souhait de nos clients. Donc ça fait depuis 2018 que cette solution est en place, donc c'est quelque chose qui est déjà éprouvé et qui fonctionne plutôt bien. C'est très bien accueilli par nos clients, et ils souhaitent justement qu'on puisse le développer encore sur la globalité de nos chantiers. Alors, pour l'oiseau blanc, il y a aussi des actions qui sont menées par rapport justement à l'utilisation des bidons. Si vous pouvez nous en parler. Oui, effectivement, nous, en ce qui concerne les bidons, ce sont des bidons produits qu'on a avec un fournisseur historique, et ces bidons sont apportés chez nos clients par les responsables de secteur, et il va y avoir un échange, c'est-à-dire que pour un bidon vide, un bidon plein, de manière à pouvoir, ces bidons vides vont revenir au siège de l'entreprise et repartir chez notre fournisseur, de manière à être nettoyés, remplis, etc., et revenir. Alors on pourrait se poser la question sur le bilan carbone en se disant, mais à quoi ça sert que qu'on fasse revenir des produits, etc., si c'est pour qu'après. Mais de toutes les manières, étant donné que les livraisons, au moment de faire des livraisons, le fournisseur va venir pour nous apporter les produits, bien autant qu'ils ne repartent pas à vide et qu'ils repartent avec des produits qui sont à remplir ou à renettoyer, etc. Donc oui, il y a des solutions qui sont mises en place. On a aussi une autre solution qui est mise en place en ce qui concerne les débarras. Quand on fait des débarras, on travaille aussi avec une ressourcerie partenaire. Alors encore une fois, on essaye de rester local, donc du côté de Nanterre ou de Rueil, pour pouvoir avoir nos clients peuvent être amenés à se débarrasser d'objets. Et ces objets, ils peuvent avoir une seconde vie, et plutôt que de se retrouver en déchetterie, autant qu'ils se retrouvent dans des ressourceries et qu'ils soient revendus à des gens qui sont soit dans le besoin, soit qui tout simplement veulent donner une seconde vie
à des objets au lieu d'acheter du neuf. C'est aussi une manière de rentrer dans l'économie sociale et solidaire. Alors justement, un sujet par rapport à ces nouvelles solutions que vous avez mises en place, sans parler des offres, vraiment de tri des déchets dont on parlera après, comment vous avez formé vos agents à le faire quand même? C'est une nouvelle habitude, il faut qu'ils y pensent. Ce sont de toutes nouvelles habitudes à mettre en place. C'est encore une fois, c'est de la pédagogie, ça prend du temps. Il faut faire... On marche beaucoup avec des photos, en mettant la photo de qu'est-ce que nous récupérons, comment est-ce qu'il faut laisser, où est-ce qu'il faut laisser. On réfléchit encore à savoir est-ce qu'on va mettre des endroits spécifiques. On a réfléchi à mettre un endroit spécifique avec les lieux où est-ce qu'on allait stocker ces anciens produits pour pouvoir faire des rotations. Comment ça allait se passer, parce que le responsable de ce secteur ne passe pas toujours en présence du collaborateur, même si on essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours évident. Et puis de pouvoir réfléchir aussi sur d'autres choses. On essaye la pédagogie, de toutes les manières, c'est un travail à faire, comme on le disait déjà au siège social de l'entreprise tout à l'heure. Aujourd'hui, ça se fait bien sûr aussi auprès des collaborateurs. Ils ont un rôle primordial d'être, ça les rend aussi plus visibles auprès du client. Parce que quand vous récupérez un nouveau marché où il y a un transfert de personnel, oui. Ça veut dire quand même aussi qu'il faut évidemment à chaque fois former exactement. Les gens. Il y a un accompagnement à faire. On a mis en place des formations, une formation, ce qu'on appelle l'intégration, dans laquelle ça donne déjà un peu une philosophie d'entreprise. C'est important pour nous, c'est très important chez nous. Et puis ça permet aussi de pouvoir connaître et savoir quels sont les produits et comment ça se passe. Et de se dire, ça a de l'importance aussi, même ça a de l'importance pour nos collaborateurs de se dire aussi, moi je travaille dans une entreprise qui a aussi des souhaits d'intégration et de recyclage et qui n'est pas juste à je jette. Au contraire, ça permet d'instaurer une nouvelle réflexion. Ils sont sensibles au fait que l'entreprise de propreté peut être acteur de l'économie solidaire, circulaire. Exactement. Solidaire aussi, mais... Les deux, solidaire et circulaire. Il y a toute une approche de formation et d'accompagnement de nos équipes. C'est vrai qu'on change un peu le mode de fonctionnement, on change la typologie de produits, on change l'organisation. Donc l'objectif, c'est évidemment de former nos agences, former nos agents, de les former directement sur les sites clients également pour pouvoir leur donner toutes les fiches produits avec beaucoup de visuels et expliquer l'organisation. Donc c'est vraiment tout un travail de pédagogie et d'accompagnement, donc qui est plutôt très bien perçu aussi par nos équipes. Ça fait du bien toujours d'avoir c'est un sentiment de valorisation qui dans nos métiers est hyper important. Parce que ni Honnête ni l'Oiseau Blanc a attendu la réglementation pour faire des choses en ce sens-là. Même j'ai l'impression, ça fait un moment que c'est un peu aussi dans la volonté du dirigeant d'être je pense qu'on est dans tourné, on est dans un souhait de mettre en avant nos métiers. Ouais. Nos métiers ont été mis en avant beaucoup pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, je dirais pas qu'il y a un effet contraire qui est en train de se faire, mais quand même un peu. Et au contraire, c'est de notre devoir presque, nous, entreprises de nettoyage, avec nos clients, avec nos partenaires, de remettre le salarié au cœur de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses, le travail en journée. Il y a énormément de sujets qui sont en réflexion et tout ça peut s'imbriquer. Parce que quand on montre au client qu'on vient pour récupérer un bidon de produit, et que le salarié est présent aussi en journée, ça apporte de nouvelles valeurs à nos collaborateurs. Un rôle encore plus valorisant, utile. Essentiel pour eux. Essentiel. Effectivement, c'est vrai que l'objectif, pour Honnête, c'est d'être une entreprise vraiment à impact et d'agir fortement sur ce sujet. C'est vrai que depuis 2018, la solution est en place. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi de l'ADN du groupe de mettre en place ces solutions responsables, vraiment en faveur de l'environnement, mais aussi au profit de nos équipes avec des produits qui soient aussi plus vertueux et qui soient aussi sans impact sur leur santé. Car effectivement, nous, l'humain est au cœur de nos prestations et ce sont nos agents qui font la réussite de nos projets. Donc, on en reparlera après sur le tri, mais c'est vrai que les agents sont effectivement primordiales sur l'ensemble de cette prestation.
Alors si on reste un peu sur le sujet des produits, Joséphine Coppignot, expliquez-nous un peu justement au niveau notamment des emballages, leur recyclabilité, les solutions concentrées, enfin tout ce qui permet justement de produire moins de déchets sur les sites. Et d'aider les clients, parce que en fait, tout ce qui est recyclage, c'est un coût, et c'est un coût qui augmente et qui risque encore d'augmenter beaucoup. Donc même si tout le monde parle c'est des gestes vertueux, mais dans un premier temps, c'est des choses qu'il va falloir payer et que tout le monde va être impacté par ces coûts-là. Donc oui, ce qu'on essaie d'apporter, c'est d'aider finalement nos clients à arriver à gérer ces coûts, voire à les baisser. Comme je disais, bientôt, il y aura en plus l'écotaxe. Donc il faut pouvoir fournir aujourd'hui des produits qui, à terme, auront les éco-contributions les plus faibles, parce qu'il y aura des systèmes de bonus-malus. Donc plus on est finalement dans la lignée du recyclage, plastique recyclé, usage de plastique recyclé. Et maintenant, on ne connaît pas les tarifications, mais on a des chances que l'impact soit le plus faible possible et soit le plus faible possible aussi pour finalement nos clients. Donc ça, c'est un de nos souhaits. Un autre souhait, c'est les aider donc à réduire les déchets, parce que moins on a de déchets, moins on a de coûts pour les enlever et les faire traiter. Et c'est vrai que au niveau des entreprises de propreté, vous êtes particulièrement vertueux, mais c'était la FEB qui me disait que 40% des détergents sont encore des détergents en prêt à l'usage, en spray prêt à l'usage. Hein. Et ça, c'est en détergent, il n'y a rien qui génère plus de déchets plastiques que l'usage d'un spray prêt à l'usage qu'on achète tel quel. Hein. J'avais pris quelques chiffres, par exemple, pour 1000 litres de solution en spray prêt à l'usage, il y a 1300 produits, donc ça fait une quantité énorme, et on génère quelque chose comme 100 kilos de déchets plastiques. Alors, c'est les solutions naturellement concentrées qui sont la première solution à mettre en œuvre. Par contre, elle n'est pas toujours facile à mettre en place et à gérer. Donc, par exemple, nous, pour remplacer ces sprays prêts à l'usage, on a développé, par exemple, le concept Quick and Easy, hein, que vous connaissez. C'est un spray qui s'utilise comme un prêt à l'usage, mais avec des cartouches de concentré. En faisant ça, on va réduire de 80% les déchets plastiques sans changer le mode d'utilisation du salarié. Parce qu'au lieu de 1300 unités, on va passer à 300 cartouches de 375 ml. Donc on réduit de manière draconienne. Ça, c'est une solution facile, rapide, sans beaucoup de formation. Et après, il y a les centrales de dilution. Et là, c'est vrai que pour ces fameux 1000 litres de solution, on diminue à 20 bidons de 5 litres hein, dans le cas présent. Et là, on va réduire de 90% le déchet plastique. Et après, vous pouvez encore descendre sur les poches, maintenant les poches qu'on a concentrées, et on va encore descendre. Donc maintenant, il faut juste trouver finalement la solution de concentré qui est adéquate au fonctionnement du site et du client. Voilà. Et c'est à nous de fournir finalement un ensemble de solutions permettant de pousser la concentration. Et là, déjà de manière draconienne, on va diminuer les quantités, plus l'éco-conception avec la diminution des taxes. Donc oui, on peut trouver des solutions à court terme là-dessus. Et la dilution, effectivement, aussi permet de diminuer aussi d'éviter les surdosages ou les sous-dosages, donc aussi de consommer trop de produits. Donc les dilutions se font de façon automatique. Économique. Et on vient aussi économiser du produit, donc pas de gaspillage et effectivement une approche économique intéressante. Ouais. Et alors sur la recyclabilité des emballages, hein, c'est quand même quelque chose que Werner Immers travaille depuis longtemps. Comment vous vous y prenez? Quelles sont les problématiques les plus compliquées à Actuellement, résoudre? c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé l'éco-conception. Déjà, il ne faut pas oublier que les détergents, notre métier, c'est la formule. Ça n'a jamais été l'emballage. Mais depuis 10 ans, les métiers de tout le monde, hein, tous ceux qui fabriquent des produits dans l'alimentaire partout, ils se rendent compte que ça devient... on est de plus en plus responsabilisé sur l'emballage, alors que c'est d'autres industries. Donc ce savoir-faire, il a fallu l'intégrer dans nos entreprises, souvent avec des partenariats, mais nous, c'est un partenariat intégré. Le fournisseur fabricant d'emballage, il fabrique dans l'usine, chez nous directement. Et on a grandi ensemble depuis 10 ans. Et donc, oui, aujourd'hui, nos métiers ont changé. C'est pas que le papier, c'est tout le plastique qui va autour. Et maintenant qu'on connaît un peu mieux, on a pu avancer. Et on a découvert plein de choses, parce que tête de spray, avant, on l'achetait, on la mettait dessus. On a découvert qu'il y avait 18 parties différentes à l'intérieur, hein, qui s'imbriquaient, avec des plastiques différents, avec du métal et tout. Nous, on pensait que c'était simple. En fait, c'est compliqué. Un emballage plastique, c'est aussi du colorant. Et ça, c'est pas très bon pour le recyclage, ni pour l'environnement, ni pour la santé. Donc, on a décortiqué tout ça
pour finalement arriver à comprendre. Et aujourd'hui, on fait des choix. On a enlevé nos colorants. Là, bon, comme je te l'avais déjà dit, on va sortir une tête de spray intégralement recyclable avec même du plastique recyclé. Voilà, une étape après. Les bouteilles carrées et pas rondes pour pouvoir mettre une étiquette dessus. Oui, parce et qu'on pas... avait de la sérigraphie et on a voulu faut sortir de la vraiment tout. parce que c'est un polluant, enfin c'est pas un polluant, c'est un perturbateur. Avoir des étiquettes avec des cols qui s'enlèvent facilement dans les bains de recyclage. Voilà, on a découvert tout ça tout en travaillant toujours sur la formule qu'on connaissait bien. Mais ça, c'est un vrai challenge pour toutes les entreprises parce que c'est une autre industrie. Et donc, on est obligé d'intégrer ça. Ça prend du temps. Nous, ça fait 10 ans. Et comme vous dites, vous aussi, vous êtes depuis longtemps. Donc, on a un peu une avance face à ces réglementations, mais elles sont en train d'arriver. Et je pense que c'est des très gros challenges aujourd'hui pour tous les industriels de se mettre en ligne par rapport à ça. Mais de toute façon, on n'a plus le choix. D'où l'intérêt aussi de travailler par filière au sein d'une fédération, que ce soit celle des entreprises de propreté, celle des industriels de la chimie. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas des partenariats forts, notamment dans l'univers du recyclage, dans l'univers des fabricants plastiques. On est tous tenus les uns aux autres. Et ça, c'est aussi une nouvelle manière de fonctionner. On est tous tenus. Vous ne faites pas qu'acheter de la fourniture. Il faut que ça ait une cohérence aujourd'hui avec votre mise en œuvre. Et plus on se connaît, plus on travaille ensemble en amont, et plus on va réussir à trouver des solutions qui fonctionnent avec tout le monde. Mais chacun, on doit avancer quand même de notre côté. Il faut aussi qu'en aval, les filières de valorisation soient prêtes. Quoi, oui, tout à fait. C'est une succession d'acteurs et d'actions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, auparavant, chacun travaillait un peu dans son coin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille tous dans le même sens. Et chacun est conscient aussi du rôle de chacun et de travailler dans la même direction. Donc aujourd'hui, que ce soit les fournisseurs, entreprises de propreté, production de produits, c'est vrai que chacun va dans le même sens. Et je pense que c'est ce qui a fortement évolué ces dernières années. Il y a une réelle prise de conscience sur ce sujet avec un but commun qui est le même à tous. Mais ça fonctionne vraiment en partenariat plus que jamais. Je trouve que cette notion est devenue encore plus importante. De toutes les manières, on a tout à y gagner à être plus ensemble qu'avant être juste fournisseur-client. Un partenariat, c'est beaucoup plus... C'est valorisant, que ça nous valorise les uns les autres. Ça valorise surtout nos collaborateurs qui sont vraiment le cœur de nos métiers et le moteur de nos entreprises. Alors, la gestion des déchets, c'est répondre à une réglementation, mais c'est aussi une piste de diversification, de développement, de valorisation des agents. Comment ça a démarré chez l'Oiseau Blanc, justement, c'est cette offre? Parlez-nous de l'offre sur le tri des déchets. Alors, chez l'Oiseau Blanc, il y a 8 ans, nous avons créé ce qu'on appelle Trilob, qui est le tri sélectif par l'Oiseau Blanc. Le tri participatif par l'Oiseau Blanc, ça part du principe, que le client va pouvoir participer à la gestion de ses déchets en venant déposer à un îlot participatif son déchet. Donc déjà, ça va demander une certaine implication de la part des clients. Donc comment ça va se passer? Nous, on va les accompagner en identifiant leurs besoins, en installant des bornes qui sont personnalisées, qui sont personnalisables et personnalisées, ou alors en des bornes simples en fonction de nos clients. Et c'est surtout, il y a 8 ans, quand c'est né, c'était presque c'était un service associé qui n'avait pas beaucoup d'importance chez nous. Et là, il n'y a pas longtemps, on a eu notre premier client qui, justement, est arrivé chez l'Oiseau Blanc grâce à Trilob. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on peut lui proposer cette solution de service de tri participatif qu'il est intervenu chez nous. Alors ça demande bien sûr une grande pédagogie, encore une fois, une formation, que ce soit auprès des collaborateurs comme auprès du client, des intervenants chez le client. On organise des moments conviviaux que j'ai l'honneur d'animer chez les clients en expliquant qu'est-ce que va devenir d'une canette, on devient une trottinette, qu'est-ce qu'on peut faire d'une bouteille en plastique. On peut faire bien sûr comme vous le disiez, différentes choses, ou des vestes polaires. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et puis, ça permet aussi d'avoir un bilan carbone et un souhait de rentrer dans la politique RSE du client. Pour une fois, encore une fois, valoriser nos métiers. Ça permet de valoriser nos métiers autrement. C'est-à-dire que
Pardon, je regardais il n'y a pas longtemps, on voyait que dans ce qu'on appelle le work to place ou les great place to be, on ne parle pas du tout de propreté. C'est-à-dire on dit que c'est un lieu agréable à travailler, mais la propreté n'y a pas sa place. Or, je mets au défi n'importe qui de travailler dans un lieu sale et de s'y sentir bien. Ça a une importance qui est primordiale. Donc, on est là pour remettre en avant nos métiers, remettre en avant nos collaborateurs. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est un client que vous avez pour les prestations de propreté, il vous sollicite, vous lui parlez de l'offre pour mettre en place Trilob. Alors, jusqu'à présent, c'était des clients que nous avons effectivement, auxquels qu'on va voir qu'ils ont une sensibilité, parce que cette sensibilité commence à approcher. Puis surtout, il va y avoir des obligations à partir du 1er janvier par rapport au compostage, au fait de tout le monde va devoir composter. Donc il va falloir bien qu'on trouve tous une solution pour s'y mettre, aussi bien chez nous particuliers que dans nos entreprises, ou même dans des organismes publics, ou même dans des écoles. Donc on s'est dit qu'on allait accompagner nos clients et qu'on allait pouvoir voir avec eux. Donc on va pouvoir analyser leurs besoins, c'est-à-dire analyser les différents déchets qui sont présents, sur les sites. Et puis après, on va leur proposer des bornes qui sont adaptées au site. C'est-à-dire que si c'est un site qui reçoit des clients, on va peut-être aussi leur proposer des bornes qui peuvent être en métal, avec le nom de l'entreprise dessus, etc. Ou alors des bornes plus simples, en carton recyclé. Ça dépend de la philosophie et du type de site qu'on a. Faut vraiment... Donc vous faites une visite avec le client, visite du site. Oui, exactement. C'est vous qui la faites? Oui. C'est vous qui faites le diagnostic? Oui. Toute seule? Toute seule, non. Non, pas toujours. Non, jamais toute seule. Toujours accompagnée du responsable de secteur, parce que c'est lui qui va après. Secteur, c'est lui le pilote, le lien de l'entreprise cliente, et nous, c'est le responsable de secteur. Donc souvent avec le responsable de secteur, au moins dans un premier temps, pour pouvoir analyser les besoins du client. Ensuite, vous mettez en place les bornes. Exactement. Après, on va faire une offre, on va pouvoir mettre en place les bornes, et puis après, on va organiser ce moment convivial avec les collaborateurs du site pour pouvoir leur indiquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire de mon déchet. Et donc, puis, les occupants des locaux. Et après aussi, vos agents sont là à ce moment-là aussi? Alors, ils peuvent, si c'est possible, mais malheureusement, les horaires des uns, ça dépend. C'est pas toujours compatible. Donc, on va aussi revenir et reformer nos collaborateurs à nous en disant, attention, ces bornes-là, elles sont spécifiques, il va falloir quand on les vide. Déjà, ça permet aussi d'éviter les troubles musculo-squelettiques parce qu'on n'a plus à se baisser à chacun des bureaux pour pouvoir vider les poubelles. Mais on a une seule borne à vider, donc ça change un peu. Puis il y a un seul type de déchets dans la borne. Et puis ces bornes-là, elles vont être vidées dans des bacs spécifiques qui seront collectés par notre partenaire de tri. Donc le même partenaire qui intervient sur le siège. Exactement. Et alors vos clients, est-ce qu'ils vous ont dit, du coup, s'il y a moins de travail pour vider les bacs, on revoit la prestation? Bien sûr. Oui. Bien sûr, parce qu'il y en a qui nous disent que, étant donné qu'avant il y avait 50 poubelles, par exemple, à vider, puis maintenant il n'y a plus qu'un îlot avec 4 bornes, ça veut dire que vous avez plus, il n'y a pas besoin d'autant de temps. Bien sûr que, nous, ce qu'on peut mettre en avant, c'est justement si on vient pour faire une prestation qui va être beaucoup plus à la demande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être intervenir sur des choses qu'on avait moins le temps de faire dernièrement, comme des plaintes ou des rebords de fenêtres ou des choses comme ça, qu'on ne peut pas toujours faire aussi... on respecte toujours nos cahiers des charges, mais qu'on n'a pas toujours le temps de faire régulièrement. Plus de qualité, plus de finition. Plus de finalité, et puis surtout, ça permet aussi de mettre, encore une fois, le travail en journée en valeur, en disant... aux clients, comme ça on peut peut-être décaler un petit peu la prestation aussi, parce que cette prestation, elle va pouvoir avoir une autre vision. On va pouvoir, vous allez pouvoir voir aussi que, les bornes, nos bornes, elles vont pouvoir collecter des déchets. Et après, quand nos collaborateurs vont venir, on va se rendre compte que la borne de bouteilles en plastique, elle se remplit très très vite chez tel ou tel client. Donc parfois, le client, ça va aussi l'inciter à trouver une autre réflexion sur comment sur mettre en place une fontaine à eau ou sur mettre en place des gourdes ou autre chose. Il y a d'autres réflexions qui peuvent être menées en interne. Et chez Honnête, alors, comment accompagner le client pour une meilleure gestion de son budget déchets?
Alors, c'est vrai que l'activité gestion des déchets est complètement intégrée aujourd'hui dans les appels d'offres propreté. Ça fait complètement partie de la prestation propreté, donc la gestion des déchets. Et c'est vrai qu'on agit vraiment en tant que partenaire vraiment avec le client pour optimiser son budget déchets. Donc, pour l'optimiser, ça va être justement de mettre en place le tri sélectif et limiter les déchets résiduels qui ont un coût qui est de plus en plus important. Donc, on va l'optimiser aussi en étant conforme à la réglementation et en limitant justement la quantité de déchets résiduels en mettant en place le dispositif de tri. Donc effectivement, nous on va travailler aussi avec une visite de site et un audit de site client pour pouvoir faire un constat, identifier les problématiques et faire des propositions d'axes d'amélioration en termes de matériel ou d'organisation. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, on va mettre en place ce dispositif et avoir tout un travail d'accompagnement au changement avec un plan de communication et de sensibilisation auprès des collaborateurs, mais également auprès de nos équipes pour s'assurer que le geste de tri ait une finalité aussi et côté collaborateur. Donc ça, c'est un sujet que l'on travaille. Et ensuite, on va travailler sur la collecte et le regroupement de ces déchets. Et on a mis également en place une solution qui était une solution de suivi et de pilotage de l'activité. Ça, c'est via un outil de traçabilité. Donc, on va travailler via des applications mobiles et des gammes d'objets connectés qui vont être utilisés pour capter de la donnée chez nos clients. Et ça va permettre, avec des puces NFC, des capteurs de niveau, capteurs de présence, des balances connectées, terminaux mobiles par exemple, et ça va permettre de piloter l'activité, donc de réaliser effectivement les collectes en fonction des besoins du site. On va aller chercher les déchets et les collecter uniquement quand on en a besoin et ne pas faire des tours de façon pas inutile mais constant. De pouvoir tracer les flux internes, donc pouvoir dire au client vous avez produit telle quantité de déchets, telle typologie de déchets sur telle zone de production. Donc c'est une approche très fine justement de la connaissance de son fonctionnement de site, tracer les enlèvements, mais également suivre les performances de tri. S'il y a des erreurs de tri qui ont été identifiées, on va pouvoir les remonter et faire un rapport d'aléa et pouvoir aussi corriger ces éléments-là, suivre le parc matériel, donc analyser ces données et maîtriser le budget déchets vraiment en temps réel. Donc savoir exactement ce qu'il produit en temps et en heure sur ce point. Et ça je vais juste dire, c'est la partie formation justement de nos agents, je vois que le temps passe. C'est également un point crucial et c'est vraiment au cœur de notre activité. C'est l'agent qui intervient et qui est la clé de la réussite vraiment du fonctionnement. Et donc il y a toute cette approche de formation en sécurité, mais également maîtrise de l'activité. Et ça passe par des procédures, des formations, des causeries ou des habilitations. Donc vraiment ce sujet qui est vraiment primordial et très important. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un accompagnement de nos clients sur cette activité, lui proposer des solutions avec l'ensemble des partenaires avec qui on travaille. Alors juste un mot quand même sur la façon de gérer l'aval, donc la collecte des déchets, parce que effectivement, vu les différents déchets qu'il peut y avoir sur un site client, comment vous travaillez, vous avez plusieurs partenaires, tout en pilotant quand même, vous en tant qu'interlocuteur unique finalement pour le client final. C'est ça, on va être interlocuteur unique, on va travailler sur la partie gestion interne, donc mise en place du dispositif et ensuite collecte, regroupement et traçabilité interne. Ensuite, la partie, donc on va tout regrouper en zone déchets, en local déchets chez le client. Et ensuite, la partie évacuation et valorisation va se faire via des partenaires. Donc on a pu voir soit des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire avec des partenaires des éco-organismes. Et ensuite, nous on va piloter l'ensemble de ces partenaires et va être l'interlocuteur unique pour réaliser tout le reporting réglementaire et d'exploitation pour le compte du client. Donc l'objectif, c'est qu'on soit vraiment l'interlocuteur unique sur la globalité de la prestation, à la fois la gestion interne, mais également la gestion externe. Et on a développé donc des outils de traçabilité et de suivi qui permettent de faciliter cette intervention pour nos équipes. Alors avant de passer aux questions-réponses, un petit mot quand même. Du coup, on parlait d'objets connectés. Donc c'est quelque chose que vous proposez chez Torc. Également, oui, parce que du coup, c'est le rôle des entreprises de propreté. On parle d'expérience client, d'éviter des ruptures. Enfin, si on n'a plus de papier, plus de savon, plus de papier toilette, c'est un problème. D'avoir le respect de l'environnement et la juste consommation. Et du coup, effectivement, on accompagne nos clients et les entreprises de propreté sur ces différents points-là avec les solutions connectées. Donc les solutions connectées vont justement permettre d'avoir les capteurs d'entrée-sortie dans des salles, dans des bureaux, dans des toilettes, pour justement pavoir où sont les flux de personnes, là où il faut aller. Et puis après, on a tout un système d'objets connectés dans les distributeurs, donc dans les distributeurs de savon, de papier toilette, dans les poubelles pour les déchets, et ce qui permet justement à l'entreprise de propreté d'intervenir au bon moment et au bon endroit. Donc avec cette gestion de la data,
on peut justement économiser jusqu'à 91% du temps de vérification des distributeurs, puisqu'il y a pas mal de tournées où on vient vérifier les distributeurs, mais ils sont vides. Donc là, on vient vraiment aux bons endroits. Et ça, en fait, ça permet de gagner jusqu'à 20% de temps pour d'autres tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment les solutions Torque Vision nettoyage qui vont permettre de mettre de la data dans le nettoyage. Et chez Werner et Merz, alors, il y a aussi quelques outils proposés pour permettre aux entreprises de propreté et aux clients finaux de mieux connaître quantité de déchets notamment. En termes d'objets connectés, ça va plutôt concerner d'autres activités, c'était le lavage de la vaisselle ou le lavage du linge. Par contre, en termes d'outils pour valoriser justement toutes les économies plastiques CO2, on a développé un calculateur où vous pouvez intégrer finalement les quantités de produits détergents que vous utilisez, et ça va calculer automatiquement la réduction, ce que vous avez économisé en pétrole, ce que vous avez économisé en plastique, et le CO2 qui est lié au fait que vous n'avez pas brûlé finalement les emballages, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'emballages en plastique sont brûlés. Et là on fait donc des certificats, et ça peut être des objets de valorisation des politiques RSE de tous les clients finaux, voire de nos distributeurs, voire des entreprises de propreté. On peut le faire sur 1 an, sur 3 ans, enfin vous mettez les quantités. C'est un outil très simple mais qui est qui permet vraiment de donner un chiffre sur ce qui est réalisé, et même les petits gestes. Alors avant de passer aux questions des internautes, je vous rappelle que l'émission sera disponible en replay pour ceux qui veulent la voir ou la revoir. Maintenant, il est temps de donner la parole aux internautes. Bastien, est-ce que nous avons des questions ? Bonjour à tous, oui, quelques questions sur le chat, alors certaines très précises, d'autres bien plus générales. Alors je vais commencer peut-être par les questions les plus ciblées. Une question sans doute qui s'adresse prioritairement à Sébastien Daléden. Quelle est la proportion de papier recyclé dans les nouvelles bobines créées ? Alors, selon les typologies de produits, ça peut être du 100% de recyclé. Tout ce qui sort de Hondouville est en 100% recyclé. Donc ça dépendra des gammes, et aujourd'hui, on a une très grande majorité, en tout cas, des produits recyclés sur le marché. Alors toujours, on est toujours sur la question du papier, notamment sur le papier usagé. Alors une question qui prend en compte la réalité du terrain. Comment est-ce qu'on gère le stockage de transport lorsque le papier est humide pour éviter la putréfaction ? Alors, justement, c'est toutes les solutions qu'on va avoir de mise en balle et de préparation de petites balles de papier, donc via des mini-presses. Et puis ensuite, c'est collecté chez notre collecteur de déchets, qui va lui refaire des balles au format papetier, donc des balles qui font minimum 350 kg, et qui du coup en fait sont ensuite réacheminées vers notre site de fabrication pour être remis dans le process. Mais ça, en fait, le fait de presser, en fait, l'essuie-main se tient bien, et puis après, on arrive à le remettre dans le process de fabrication. Même s'il était humide. Même s'il était humide, ouais, tout à fait. De toute façon, la fabrication du papier inclut de l'eau également. Oui, donc, oui. c'est pas un souci. Puis il n'a pas vraiment le temps de pourrir. Non, on a des process qui sont suffisamment longs et suffisamment rapides pour justement mettre ça dans le process. Ouais. Alors une question plus générale, existe-t-il des programmes d'accompagnement au changement à mettre en place auprès des collaborateurs afin de faire intégrer les 3 R plus facilement dans les pratiques de l'entreprise ? Nous, on va avoir des programmes justement aussi de formation et d'accompagnement, soit sous format vidéo, notamment pour justement, donc la solution Torque Paper Circle, justement pour expliquer à la fois aux utilisateurs des sanitaires et à la fois aux agents des entreprises de propreté comment en fait on va pouvoir effectivement mettre en place nos solutions. Et nous aussi, on a commencé à faire des programmes de formation déjà auprès de nos distributeurs sur toutes ces nouvelles notions qui maintenant, nous, on commence à les connaître, mais qui sont assez nouvelles. Même l'AGEC, il y a quelque temps, personne ne savait ce que c'était. Économie circulaire, 3R, ça reste encore, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et avec quelques exemples très simples et des programmes très courts, 15 minutes, 20 minutes, vous leur expliquez finalement les challenges et les quelques notions. Et ça, on fait auprès de Je crois que la Fédération des entreprises de propreté a quelques outils aussi et formations sur le sujet. Et de toute façon, on travaille en permanence sur ce type de problématiques.
Alors vous avez évoqué en fin d'émission la gestion des déchets comme une piste de diversification pour les entreprises de propreté. On a une question sur la valeur ajoutée d'une entreprise de propreté dans la gestion des déchets sur le site du client comparé à d'autres prestataires qui proposent aussi aujourd'hui ce type de service. Qu'est-ce qu'apporte une entreprise de propreté comparée à d'autres entreprises qui seraient en mesure d'intervenir aussi sur les sites des clients ? Alexandre, peut-être. Alors, c'est vrai que l'intérêt principal pour nos clients, c'est le fait d'avoir un interlocuteur unique vraiment sur la gestion des déchets, donc à la fois la gestion interne, mais également la gestion externe, de pouvoir gérer vraiment cette intervention et de ne pas avoir plusieurs contrats, parce qu'aujourd'hui il y a une problématique aussi de plusieurs contrats, plusieurs interlocuteurs, donc ça peut être une problématique, et le fait que nos équipes soient constamment et quotidiennement sur le site client, donc connaissent parfaitement aussi le gisement, le fonctionnement, l'organisation du site, peuvent gérer directement les demandes d'enlèvement, les suivis des évacuations, toute la partie qui est aussi un gain de temps indirect, mais qui est très important, c'est toute la partie reporting et traçabilité, donc remonter tous les éléments de quantité, de suivi avec Track Déchets. Donc toute cette partie administrative et reporting est un sujet aujourd'hui qui prend du temps et qui permet de faciliter un peu le fonctionnement. Donc aujourd'hui, de plus en plus de clients intègrent cette prestation gestion des déchets à notre intervention. Et aujourd'hui, on a des équipes dédiées qui vont pouvoir assurer la collecte et toute la partie pilotage de cette activité gestion des déchets. Et on a tous les partenaires avec qui on travaille très régulièrement. Donc on a un fonctionnement qui est très fluide et qui fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, c'est un vrai avantage d'avoir cette partie intégrée. On parlait tout à l'heure de l'obligation de trier les biodéchets, la restauration collective ou même les écoles. Oui. Quand même, l'entreprise de propreté, elle est sur place. Laure, peut-être un mot là-dessus. On connaît, qui mieux qu'un agent de propreté connaît le site, comme vous disiez. Nous, on connaît le site pour le voir vivre, pour le connaître, pour pouvoir intervenir parfois en journée, pour faire des repasses, etc. Nos collaborateurs ont la meilleure connaissance, donc autant avoir un partenaire unique qui après peut apporter des solutions aussi bien sur la fourniture de consommables sanitaires que du tri des déchets, que de la propreté et d'autres services encore. On est amené, je pense, petit à petit à devenir un peu des facilitateurs dans ces métiers-là. Et on est un peu la porte d'entrée pour le client. C'est vrai que le client va se tourner très rapidement vers l'entreprise de propreté qui est en place sur son site pour lui demander des conseils, exactement. Notamment pour est-ce qu'on peut mettre en place le tri sélectif chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire de nos biodéchets. Donc l'objectif, c'est de les accompagner, de travailler pour identifier leurs besoins et leur proposer des solutions. Donc avec des partenaires, une partie que l'on va faire en propre, une partie via des partenaires. Mais vraiment, il y a cet objectif d'être vraiment interlocuteur pour le compte du client et d'être presque plus partenaire aujourd'hui que fournisseur dans ce cas-là. C'est vraiment l'accompagner sur ces sujets qui sont un peu nouveaux et optimiser encore une fois son fonctionnement et son budget, qui est également un sujet normalement qu'il faut prendre en considération. Et d'anticiper aussi les besoins, car nos collaborateurs voient parfois ce qu'il se passe et donc peuvent dire, là, nous, on a une solution à vous proposer. Au lieu de laisser notre client, on peut lui dire, là, nous, on peut directement vous accompagner. On a une solution clé en main possible pour pouvoir avancer. On va prendre une dernière question. Oui, alors peut-être une dernière question encore très générale. On a beaucoup parlé au cours de ce débat de la gestion des déchets sur les sites tertiaires. En tout cas, c'était souvent sous-entendu dans vos interventions. Quelle est la réalité aujourd'hui de cette problématique dans le monde industriel ? Est-ce qu'on est plutôt en avance ? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des exigences spécifiques ? Est-ce qu'on peut déployer aussi des solutions de gestion de déchets avec la même latitude qu'une entreprise de propreté peut avoir sur un bâtiment de bureau ou un siège social ? Sébastien, peut-être, vous connaissez bien l'industrie. Ouais, du coup, sur le monde industrie, effectivement, en fait, on va dans l'industrie, il y a aussi d'autres déchets qui vont être générés, sur lesquels, en fait, on a des solutions comme les solutions non tissées qui sont du coup qui prennent moins de place, qui prennent moins de poids. Donc du coup derrière ça veut dire qu'il y a moins de flux de circulation de chariots, de piétons, donc ça veut dire moins de risques, qui est la priorité des industries. Donc effectivement on arrive à chaque fois avec des audits et on est vous parlez de partenariat, c'est vrai qu'à chaque client ça devient un projet. Ça devient justement comment on met en place des solutions pour lui aider à réduire ses déchets et via en changeant parfois de support d'essuyage, on arrive à réduire très fortement ces déchets
qui, du coup, améliore l'environnement au global, en fait. Honnête, tu as des clients dans l'industrie, comment ça se Tout à fait. déroule? Donc, dans l'industrie, c'est qu'on a des problématiques un peu différentes avec des déchets qui sont plutôt des déchets dangereux, donc avec des risques chimiques importants, avec des transports de matières dangereuses. Donc on est sur un mode de fonctionnement qui est un peu différent que le domaine du tertiaire. Donc on est sur des déchets, on va dire, pour la plupart non dangereux. Donc là, on est d'une approche un peu différente avec du transport de déchets via des véhicules, avec des zones de regroupement qui sont un peu plus spécifiques en fonction de la dangerosité, et notamment la partie formation de nos agents aussi avec les habilitations et autres qui interviennent. Donc on peut intervenir effectivement sur ce type d'environnement, également sur la partie santé, où on retrouve des déchets type dasserie. Donc on peut y intervenir, mais en adaptant notre organisation et notre fonctionnement et le profil de nos agents et également leur formation. Mais aujourd'hui, l'accompagnement se fait aussi sur ce type de site, sachant néanmoins que les industriels ont une connaissance beaucoup plus en avance ou pointue sur la partie réglementation qui est beaucoup plus forte, avec beaucoup de contrôle de l'administration sur ces déchets qui ont un fort risque de pollution de l'environnement. Ce sont des contraintes supplémentaires. Des contraintes et des contrôles beaucoup plus forts. Donc aujourd'hui, ces industriels sont déjà en place depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on va plutôt nous les accompagner sur la partie plutôt organisationnelle et gestion interne. Alors, une question de dernière supplémentaire. minute sur le chat. Comment convaincre un client parisien, de bureau par exemple, de mettre en place un système de tri sélectif, donc payant, dès lors que la mairie de Paris met des conteneurs à disposition? Laure, peut-être, vous connaissez bien Paris. Oui, mais la mairie de Paris facture, c'est-à-dire qu'il y a aussi une dotation qui est faite par la mairie de Paris de conteneurs, et puis la mairie de Paris ne fait pas tout ce qui est suivi, c'est-à-dire, malgré tout le respect qu'on a pour la mairie de Paris et ses infrastructures, et sa manière de gérer les déchets aussi, nous, entreprises de propreté et surtout avec nos partenaires, on va pouvoir vous quantifier le nombre de kilos de déchets qui ont été produits et surtout comment est-ce qu'on les a revalorisés, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. La question ne s'arrête pas de je prends, je recycle, c'est terminé. La question est qu'est-ce que ça va devenir, est-ce qu'il y a un impact positif pour mon entreprise et comment est-ce que je peux savoir combien de kilos de déchets ont été produits et qu'est-ce que ça a comme impact sur l'eau, sur le bois, sur l'énergie et le coût carbone bien sûr. Tout ça, la mairie de Paris ne le donne pas, malgré tout le respect qu'on a. Oui, donc il faut sortir un peu de leur organisation. Exactement. Et puis, petit à petit, on va pouvoir aussi baisser le quota parce qu'on va réduire le nombre de containers de la ville de Paris en ayant le container qu'on va avoir avec Trilob. Et petit à petit, c'est un équilibre. C'est une autre manière de réfléchir. C'est encore une fois, c'est une autre manière de réfléchir. C'est une autre manière de faire. À ce jour, la mairie de Paris collecte des déchets, mais ne quantifie pas ces déchets. La pesée dans la ville de Paris, en tout cas, n'existe pas. Et pour sortir de Paris, mais ce qu'on retrouve de plus en plus également, c'est que les collectivités se désengagent de la gestion des déchets, donc au profit des privés. Donc on a beaucoup de clients qui nous disent aujourd'hui, la collectivité ne prend plus en charge mes déchets. Donc on propose les solutions de tri. Le coût du déchet résiduel est de plus en plus important, ne cessera d'augmenter. Donc il y a un réel intérêt de mettre en place le tri pour diminuer justement cette quantité de déchets résiduels et de diminuer, optimiser le budget de ces déchets. Donc c'est aussi une des approches aussi sur les collectivités et c'est une tendance que l'on voit de plus en plus sur de nombreux territoires en France. Donc il y a une approche aussi qui intervient pour mettre en place les solutions de tri pour pallier justement au fait que les collectivités se désengagent de plus en plus. On a fini avec les questions. Allez, une dernière. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais elle vient d'être posée à l'instant. On nous demande où trouver des tutoriels, des tutos adaptables et accessibles pour la multitude de petits clients.
Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais en gros, j'imagine effectivement des fiches qui vont permettre de sensibiliser les petits clients et de s'adresser Il à... peut y avoir des choses sur le site de l'ADEME, non? L'ADEME ou la FEP. La FEP, il y a des choses, ça, c'est sûr. L'ADEME a publié, il y a pas si longtemps, publie chaque année en fait la contenance de nos containers, c'est-à-dire que sur une poubelle, il y a à peu près 34% de mémoire de déchets qui sont tout ce qui pourra être composté. Après, il décompose à chaque fois il y a des documents très intéressants dessus qui peuvent servir de support et expliquer. Aujourd'hui, les 3/4 déchets qu'on a dans nos poubelles d'ordures ménagères sont recyclables. Merci. Alors, moi, j'avais une petite question subsidiaire. Là, on voit bien quand même qu'il y a une expertise forte en termes de gestion des déchets dans les entreprises de propreté. Je pense que vous n'êtes pas les deux seuls à faire plein de choses. Est-ce que c'est aussi une manière de transformer un peu le métier de l'entreprise de propreté en se développant justement en tant qu'acteur d'économie circulaire, comme on disait tout à l'heure? Bien sûr, je pense qu'on a un rôle à jouer qui est primordial, que ce soit dans la valorisation auprès de nos clients, et puis la valorisation surtout de nos collaborateurs, qui sont le cœur de nos métiers et qu'on a envie de plus en plus de mettre en avant. Et puis on a d'autres choses, encore une fois, on va remettre le doigt dessus, parce que c'est vraiment un sujet important, c'est le travail en journée, la manière de réfléchir au temps de travail qui est différente et qui doit s'allier avec la manière de faire. La gestion des déchets, tout, ça n'est qu'une petite partie d'une nouvelle société dans laquelle on va devoir entrer. Nous, partenaires propreté, on doit s'adapter au monde de l'entreprise qui lui aussi évolue énormément. Joséphine, vous avez vu évoluer aussi ces métiers Comme je te dis, il y a 10 ans, c'était la révolution. Et je pense qu'on est passé dans une nouvelle phase où on parlait partenariat, circularité. On n'est pas que juste un industriel ou une entreprise dans son coin. On est tenu par tous les grands challenges sociétaux. C'est quelque chose qui prend de l'importance. Moi, je suis de plus en plus active dans les fédérations. Pourquoi? Et il y a de plus en plus d'adhérents parce qu'on se rend compte que c'est des sujets sociétaux qu'on aborde tous et que les dimensions maintenant sont très différentes. Donc, la société attend des choses. Il faut qu'on évolue, nos métiers changent, notre manière de faire change à tous les niveaux pour s'adapter à ces nouvelles challenges. Oui, il faut se réinventer et il faut y aller parce que c'est nos sociétés de demain qu'on est en train de créer. Oui, nos métiers changent à tous. Il y a une vraie fierté de travailler dans une entreprise qui est engagée dans le développement durable. Et puis, on le voit dans les entretiens quand on a des candidats. C'est vrai que quand ils se renseignent sur les entreprises, qu'ils arrivent avec les yeux pleins de soleil en se disant « Waouh, on arrive à faire des produits d'hygiène avec une brique de lait ». Il y a un vrai intérêt, un fort intérêt. Donc un engouement pour les entreprises. Et puis, encore une fois, une fierté pour les employés de travailler dans des entreprises qui ont des forts engagements RSE. En fait. Oui, effectivement, une grande fierté de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients, de nos collaborateurs sur ce sujet et vraiment d'être une entreprise à impact et vraiment un impact positif en faveur justement de la préservation des ressources et de notre environnement. Donc vraiment, on participe, je pense, tous à notre niveau pour pouvoir justement améliorer cette situation et je pense que les choses vont plutôt dans le bon sens. Nous allons maintenant clôturer ce débat. Merci à tous les 4, ainsi qu'à nos 2 partenaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce débat en replay, ainsi que le compte-rendu dans le prochain numéro de Service de septembre. Et je vous dis à très bientôt.